Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un roman intitulé Crime et Châtiment. Il a été écrit par Dostoïevski et a été publié en feuilleton en 1866 et en édition séparée en 1867. Nous nous concentrons sur l'analyse. Le début du premier chapitre nous ne présente pas le projet de Raskolnikov. On le voit déjà tourmenté par ses idées, mais on pourrait les attribuer au fait que Raskolnikov doit se séparer de la montre de son père à laquelle il tenait. Au fur et à mesure des chapitres, ses projets se dessinent plus nettement. Lors de sa rencontre avec l'usurière, nous devinons que Raskolnikov a l'intention de la voler, car il fait attention à certains détails. Il nous parle de la hache, après son rêve de la jument abattue. Le meurtre ne dure qu'un seul chapitre. Il est situé à la fin de la première partie. Les 5 autres parties, et l'épilogue représentent le châtiment qui dure bien plus longtemps que le meurtre. Son esprit devient encore plus torturé après les meurtres. Raskolnikov était auparavant séparé de la société, mais il était encore relié à l'humanité, car il n'avait pas tué. Avec ses assassinats, il devient complètement isolé car en tuant, il a dépassé les limites, et a coupé le mince fil qui le reliait à l'humanité. Le médecin devine que Raskolnikov n'a pas de problème physique, mais que tout est basé sur le mental. La psychiatrie et la psychologie n'étaient pas aussi développées à l'époque, et d'autres termes étaient utilisés. Ainsi, Zosimov utilise les termes de monomanie, d'hypocondrie et de manie. Après son acte, Raskolnikov devient moins sûr de lui-même. Y a-t-il encore des taches sur ses vêtements? Il a l'impression qu'il laisse passer des détails, qu'il est devenu incapable de voir. Il ne ressent pas de culpabilité, mais il a peur d'être attrapé. Il cache les objets chez lui, mais seulement après être endormi. Il n'a pas mis le crochet à sa porte pour empêcher des personnes de se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Il s'est couché en n'examinant pas les vêtements. Lors de la nuit qui a précédé les meurtres, Raskolnikov avait passé beaucoup de temps à se reposer. Durant la nuit qui succède le meurtre, le sommeil de Raskolnikov est haché. Durant le récit, de nombreuses allusions au meurtre sont faites. Dounia reproche à son frère de ne pas la laisser libre d'épouser Lougine, car elle n'a encore égorgé personne. Nastasia lui parle du sang qui tourne dans le foie. Raskolnikov compare la manière d'interroger de Porphyrie à un coup de hache sur la tête. Nicodim Fomitch fait remarquer à Raskolnikov que ses vêtements sont tachés après l'accident de Marmeladov. Le sang de Marmeladov et le sang des meurtres n'ont rien à voir. Alors qu'il fallait cacher le sang du meurtre à tout le monde, Raskolnikov montre le sang de Marmeladov à autrui. Nicodim Fomitch le voit, et Raskolnikov en parle à sa mère. Quasiment toute l'histoire est racontée selon le point de vue de Raskolnikov. Ce procédé permet à Raskolnikov de mettre le lecteur dans sa poche. Pour justifier ses meurtres, il met en avant des preuves extérieures à sa volonté. En attribuant la responsabilité à des éléments externes, l'individu ne les met pas sur sa conscience. Cela signifie que l'homme n'est pas un surhomme, puisqu'il ne peut pas affronter la vérité. On pouvait déjà prédire que Raskolnikov ne supporterait pas ces meurtres. Raskolnikov déplace plusieurs fois sa responsabilité. En effet, il nous dit que ses idées se sont précisées lorsqu'il a entendu le dialogue entre Koch et Pestriakov dans le bar. Il nous raconte la répulsion qu'il a eue pour l'usurière dès la première rencontre. Il y a aussi sa rencontre fortuite avec Lizaveta sur le marché qui lui a appris qu'elle allait être absente le lendemain à 7 heures du soir. Il justifie son idée de surhomme en disant qu'elle a déjà été reprise 1000 fois.
Il dit avoir été conduit au meurtre de manière mécanique. Il dit même à Sonia que c'est le diable qui l'a guidé et trompé. En faisant cela, Raskolnikov porte la responsabilité sur autrui, ou alors sur le destin. La prédestination semble en effet faciliter les meurtres, et sa non-dénonciation. Il marche sur la place Senoï par hasard quand il rencontre Lizaveta. Le fait de passer à côté de l'immeuble de l'usurière l'empêche de se rendre à la police. L'accident de Marmeladov l'empêche une nouvelle fois de se rendre au poste de police. Il rencontre Svidrigaïlov par hasard en empruntant une route qu'il ne prenait pas d'habitude. Raskolnikov n'est pas le seul à utiliser les éléments extérieurs pour expliquer les faits de l'individu. Tout comme lui, Svidrigaïlov met sa responsabilité ailleurs, en se disant esclave de sa passion. Razumikine attribue le malaise de Raskolnikov à la peinture, à la dette, ainsi qu'à d'autres éléments externes à Razumikine. Les jambons sont nécessairement un peu naïfs. Nous retrouvons cette idée lorsque Raskolnikov a du mal à faire comprendre à Sonia qu'il est le meurtrier. Une idée qui tend à légitimer le meurtre est celle d'enlever une vie nuisible pour sauver plusieurs vies. Raskolnikov entend cette opinion dans le dialogue de Koch et de Pestriakov. Raskolnikov supprime la vie nuisible, mais il ne sauve pas des vies grâce à cette mort. Il va cacher l'argent et les bijoux dans un endroit connu de lui seul. Il ne les déterre à aucun moment du récit. Les plus gros billets seront détruits par l'humidité. L'argent du vol ne sert à rien. Raskolnikov a tué pour rien, tout comme Sonia s'est donné pour rien. C'est l'argent qui est d'autrui et celui envoyé par Pulcheria qui servira à enterrer Marmeladov et à préparer le dîner, et c'est aussi l'argent de Svidrigaïlov qui servira à Sonia, aux enfants de Katrina, à l'enterrement de Katrina et à sa fiancée. Quand Raskolnikov pense à tuer, il ne pense jamais à la personne. Son combat intérieur est sur le fait de tuer ou de ne pas le faire dans les premiers chapitres. Nous pouvons nous demander pourquoi l'usurière, et pas une autre. L'usurière est vieille, ce qui la rend faible face à un ennemi. Quand sa sœur est absente, elle est seule à la maison, ce qui en fait encore une fois une proie facile. Du dialogue entre Koch et Pestriakov, Raskolnikov a appris que l'usurière avait beaucoup d'argent, ce qui pourrait permettre à Raskolnikov de faire ses premiers pas, en tant qu'homme extraordinaire. De par son métier, l'usurière reçoit les personnes chez elle, ce qui donne accès à toute sa richesse personnelle. C'est la seule usurière connue de Raskolnikov. Puisqu'il s'est déjà rendu chez elle, il a déjà pu prendre ses repères. Et enfin, l'usurière lui ouvrira plus facilement, car elle le connaît déjà. Une des grandes questions du roman est, le meurtre est-il seulement imputable à l'individu ou l'individu a-t-il été modelé par l'environnement extérieur? L'environnement dans lequel évolue Raskolnikov est très difficile. Nous sommes au mois de juillet, et il fait une chaleur étouffante. Il est dit plusieurs fois que le quartier a une mauvaise odeur. Quand il se promène, Raskolnikov croise des mauvaises fréquentations, et beaucoup d'ivrognes. Les pauvres sont rackettés par les usuriers. Des étudiants abandonnent leurs études faute de moyens. Le quartier est peu sûr, puisqu'en plus des deux meurtres de Raskolnikov, Marmeladov se fait renverser par une voiture, Katrina tombe par terre, une femme tente de mettre fin à ses jours et Svidrigaïlov saute la vie. La chambre de Raskolnikov est misérable, mais c'est également le cas des logements de Razumikine, de Sonia, de Katrina et de la chambre d'hôtel de Dounia, et de sa mère. La pièce de Raskolnikov est basse de plafond, elle fait 6 pas de long, le papier peint se décolle, et le sofa sert de lit. Elle est qualifiée de cage ou de cercueil. Raskolnikov connaît la misère. Il est endetté vis-à-vis de sa logeuse, il ne mange pas tous les jours, il porte de vieux vêtements usés. Cependant, il n'a pas connu la plus profonde misère. Comme le fait remarquer Marmeladov, Raskolnikov a toujours eu un endroit où aller. Au début du roman, il est dit que Raskolnikov n'a pas mangé depuis 2 jours, or s'il ne mange pas c'est car il le veut bien. S'il voulait manger, il pourrait se rendre auprès de Nastasia, qui lui fournirait quelque chose. Raskolnikov ne ressent pas la faim. Il ne ressent pas non plus de honte à ne pas pouvoir s'habiller convenablement. Puisque les habitants de son quartier sont eux aussi habillés misérablement, Raskolnikov passe inaperçu. Il n'est pas non plus dérangé par l'étroitesse de son logement. S'il ne se rend pas compte des désagréments de sa vie, c'est car le monde intérieur de Raskolnikov est grand. Il passe la plupart du temps à réfléchir. Il le fait quand il est dans son lit, mais également quand il se promène. Quand il est dehors, il lui arrive de penser tout haut. Beaucoup de personnages sont la cause de leur situation économique non saine. Raskolnikov a une gestion désastreuse de sa richesse, alors que cet argent ne lui appartient même pas. Marmeladov dépense l'argent de Sonia dans de l'alcool. Katrina n'a pas d'argent pour nourrir ses enfants à cause de son mari qui dépense tout en alcool. Sonia est pauvre, car elle doit s'occuper de toute sa famille. Dounia commence à s'endetter dès son premier travail. Pulcheria s'endette pour pouvoir donner de l'argent à son fils. Contrairement à eux, il y a des personnages qui ont une situation économique saine. Lougine est riche en partie, car il est radin. Les usuriers sont riches, car ils extorquent les pauvres. Svidrigaïlov est riche grâce à on ne sait quel moyen. On peut penser que Porphyri est riche grâce à son travail. On pourrait croire à une corrélation entre la pauvreté et le péché.
C'est un des arguments que Raskolnikov utilise pour expliquer ses crimes. Cependant, des personnes riches pêchent elles aussi. Il est à noter que Marmeladov, Katrina, Sonia, Dounia, Pulcheria et Razumikine sont eux aussi pauvres, mais ce n'est pas pour cela qu'ils commettent un crime. Dounia tire sur Svidrigaïlov, mais c'est seulement pour se défendre. D'ailleurs, Dounia ne le touche pas. Alors qu'elle pourrait tirer à bout portant, Dounia ne le fait pas et lâche son arme. Dounia ne peut pas être une meurtrière. La pauvreté amène la souffrance. Sonia est obligée de se vendre, Katrina n'a pas de quoi nourrir ses enfants, Raskolnikov aimerait sortir lui-même, et sa famille de la pauvreté. Marmeladov vit dans la boucle infinie souffrance-alcool-souffrance. Pulcheria n'aurait pas pu vivre à Saint-Pétersbourg si sa fille se serait mariée à Lougine. Dounia a été obligée de continuer son travail auprès de Svidrigaïlov. Même si la pauvreté cause de la souffrance n'est pas seulement liée à la pauvreté. L'usurière est riche, mais elle est toujours sur ses gardes, s'attendant d'un moment à l'autre que quelqu'un vienne chez elle l'agresser. Svidrigaïlov n'est également pas heureux dans sa vie. Son existence est vide, il n'a rien fondé, sa biographie tient dans une phrase. Il passe son temps dans la même taverne à manger un mauvais repas. On pourrait raccrocher le crime à la ville. Ceci expliquerait pourquoi Dounia et Pulcheria ne commettent pas de crime. Mais ceci n'explique pas pourquoi Marmeladov, Katrina et Sonia n'en commettent pas alors qu'ils habitent en ville, et qu'ils sont dans une misère plus noire que celle de Raskolnikov. La famille Marmeladov ne reçoit pas d'aide de l'extérieur, contrairement à Raskolnikov qui en reçoit de sa mère, de sa sœur et de Razumikine, même s'il passe le plus clair de son temps à les rejeter. De plus, l'environnement des Marmeladov est plus difficile, car il doit faire attention à Amalia et à Lebediatnikov. Plusieurs personnes ont quitté la campagne pour se retrouver à la ville. C'est le cas de Razumikine et de Raskolnikov, pour suivre leurs études. C'est le cas de Lougine, qui veut développer son affaire à Saint-Pétersbourg. C'est le cas de Dounia et de Pulcheria, pour retrouver Raskolnikov, et pour le mariage. C'est le cas des peintres, et c'est le cas de Marmeladov et de Katrina. Les gens sont distancés par l'idée de richesse, mais ils le sont aussi par la notion de justice. Katrina ne recevra pas de dédommagement de la part du conducteur de calèche, qui a renversé son mari. Un homme présent dans l'appartement de Katrina y fait allusion, mais Katrina sait déjà que cette requête ne mènera à rien. Sonia parle comme d'une faiblesse, le fait que sa belle-mère croit en la justice. Quand Katrina cherche la justice auprès de l'ancien chef de son mari, elle ne la trouve pas. Le peintre a aussi une très mauvaise image de la justice, en a peur, et s'enfuit à cause d'elle. Lougine n'est pas puni pour avoir fait passer Sonia pour une voleuse. Il n'y a que le personnel travaillant pour la justice qui se croit juste. Il y a également une injustice divine. L'usurière pense racheter en léguant sa fortune à un monastère. Svidrigaïlov fait des œuvres de charité avant de mourir, peut-être pour le protéger d'un au-delà terrifiant. Katrina dit au prêtre que Dieu est miséricordieux, mais pas avec sa famille. Katrina rejette le prêtre avant de mourir, car elle pense que sa souffrance annule ses fautes. Quand Raskolnikov annonce à Sonia une série de malheurs qui pourraient arriver à elle et à sa famille, Sonia dit que Dieu ne le permettra pas. Raskolnikov lui dit alors qu'il n'y a peut-être pas de Dieu. Il y a une injustice éducationnelle. Razumikine et Raskolnikov ont fait des études supérieures, mais ils n'ont pas de travail régulier et très rémunérateur. Raskolnikov pense même que s'il avait fini ses études, il lui aurait fallu plusieurs années avant de toucher une paix confortable. Lougine a fait lui aussi des études, et a un poste important. Dounia a reçu une éducation, mais elle n'est que gouvernante. Elle est pourtant plus éduquée que Lougine. Porphyri a fait des études, et a réussi dans la vie. Katrina a fait des études, mais elle n'a pas de travail, et vit dans la misère. Sonia a reçu son éducation de Marmeladov. Les parents de la fiancée de Svidrigaïlov ont retiré leur fille du gymnase. Si Katrina veut ouvrir une institution, c'est car elle croit en l'éducation. Donc, même si certaines personnes suivent des études, cela ne leur donne pas automatiquement droit à un métier convenable. On peut penser que l'éducation n'y est pour rien, dans la position de l'individu, mais que celle-ci n'éduque qu'à la classe sociale d'appartenance. De plus, l'éducation formelle n'est pas forcément corrélée à l'intelligence, à l'apprentissage de la vie, et à la compréhension du monde. Après son meurtre, Raskolnikov a besoin plus que jamais de s'isoler. Or c'est à ce moment-là que tout le monde vient dans sa vie. Il revoit sa mère et sa sœur. Razumikine a cherché son adresse après le passage de Raskolnikov chez lui. Lougine lui rend visite. Le médecin l'ausculte plusieurs fois. Il rencontre Marmeladov et sa famille, et il doit se rendre au poste de police et chez Porphyri. Raskolnikov connaît 3 étapes d'isolation. Avant son crime, Raskolnikov est seul. Après son crime, il est très entouré, mais il souhaite être seul. Dans une 3e étape, Raskolnikov se tient loin de ses codétenus, et ceux-ci le rejettent. Raskolnikov est isolé depuis bien plus de temps qu'on peut le croire. Il subit un isolement qui est dû à des causes externes. La famille de Raskolnikov est assez réduite. Son père est mort. Le rêve nous fait part de la mort du frère et de la grand-mère de Raskolnikov.
Sa famille ne comporte que 3 membres, Raskolnikov, sa sœur et sa mère. Raskolnikov habite Saint-Pétersbourg, tandis que sa mère et sa sœur habitent la campagne. Cela fait 3 ans que la famille n'a pas été réunie. Raskolnikov est isolé, car faute de moyens, il n'a pas pu poursuivre ses études à l'université. Il n'a pas souhaité continuer son travail, car il l'a jugé peu rémunérateur. Il passe son temps chez lui, ou dans les rues de la ville à se promener. Il essaie même de ne pas rencontrer sa logeuse, car il lui doit plusieurs mois de loyer. Il n'a pas vu son ami Razumikine depuis 4 mois. Raskolnikov souhaite également son isolement. Au début du roman, il était déjà isolé des autres, mais son crime l'a totalement détaché de l'humanité. Raskolnikov est éloigné de sa mère et de sa sœur. Alors qu'il les aimait avant ses meurtres, il leur demande de s'éloigner quand elles sont dans sa chambre. Raskolnikov se situe également loin de Razumikine, de Zosimov et Nastasia. Il tente de refuser leur aide et leur dit de s'en aller après la visite de Lougine. Pour leur échapper, il se sauve même de chez lui alors qu'il est malade. Dès que l'on construit un plan d'avenir, Raskolnikov se sauve. En effet, après que Razumikine ait dit avoir trouvé un appartement pour Dounia, Pulcheria et Raskolnikov, ce dernier s'en va de l'hôtel. C'est également le cas lors du second passage de Dounia et de Pulcheria dans l'appartement de Raskolnikov, quand il se lève après avoir dit à sa mère qu'ils auront le temps de parler. Quelquefois, Raskolnikov peut singer des sentiments et est capable de prendre sur lui pour faire ce que la société attend de lui. Ainsi, il demande pardon à sa sœur, à sa mère et à Razumikine pour son comportement de la veille, et il dit au juge qu'il a tué parce qu'il était pauvre et qu'il regrette son geste. Raskolnikov ressemble alors à Svidrigaïlov, qui parvient lui aussi à se maîtriser un instant, comme lorsqu'il laisse Dounia s'enfuir. Chez autrui, la pauvreté et l'isolement poussent les personnes à se lier. Marmeladov et Katrina se sont mariés quand ils connaissaient tous les deux la misère. Sonia aide financièrement sa famille. Pulcheria et Dounia viennent rendre visite à Raskolnikov. Dounia se fiance à Lougine non pas par amour, mais pour sortir de la pauvreté, elle et sa famille. Raskolnikov fait tout le contraire. Il est pauvre, mais il veut refuser le don d'argent de sa mère. Il est sans emploi, mais il refuse l'offre d'emploi de Razumikine. Il est seul, mais il rejette souvent les personnes de sa chambre ou s'enfuit. Il fait même des reproches à sa sœur quand il pense qu'elle se marie, pour lui apporter une aide financière. Quand une femme lui donne une pièce, il la jette à l'eau. Il est possible que ce rejet soit lié à sa théorie. En effet, le surhomme ne s'en sort pas grâce au don ou à la charité, mais doit s'en sortir seul. De manière paradoxale, Raskolnikov recherche parfois la chaleur humaine. C'est le cas lorsqu'il rencontre pour la première fois Marmeladov à la taverne, même si ce n'est pas lui qui fait le premier pas. C'est également le cas, après sa fuite, lorsqu'il cherche à bavarder avec un autre spectateur. Même s'il est égoïste, Raskolnikov s'intéresse à autrui par exemple en refusant le mariage de Dounia avec Lougine, ou en confiant sa sœur et sa mère à Razumikine. Le changement le plus spectaculaire se situe lorsqu'il rend visite pour la première fois à Razumikine, et qu'il cherche à partir de chez son ami très peu de temps après être rentré chez lui. Raskolnikov navigue d'une personnalité à une autre, mais bien des éléments paraissant doubles dans ce roman. Sonia semble être le double de Dounia, Razumikine et Pulcheria remarquent que Dounia et Raskolnikov se ressemblent, Raskolnikov tue 2 femmes, l'usurière portait 2 croix, Sonia a 2 croix, le logement de l'usurière comporte 2 pièces, la fierté de Katrina reflète celle de Raskolnikov, il y a 2 peintres et 2 portiers, 2 personnes sont derrière la porte de l'appartement de l'usurière, lorsque Raskolnikov est à l'intérieur, la naïveté de Pulcheria se retrouve dans Razumikine. Le coup de fouet du cocher sur Raskolnikov rappelle le cauchemar de la jument. Svidrigaïlov et Porphyri parlent du besoin d'air et de Schiller. Marmeladov et Nikodim Fomitch disent que la pauvreté n'est pas vice. Lisavda et de Katrina en la frénésie de la propreté. Dounia s'occupe seule de sa mère et Sonia s'occupe seule de sa famille. Plusieurs scènes sont en miroir. La première et la seconde rencontre de Raskolnikov chez Sonia se reflètent. La seule chose inversée est que lors du premier rendez-vous, Sonia et Raskolnikov sont placés sur le même plan, et que lors du second rendez-vous, Sonia est placée au-dessus de Raskolnikov. Katrina et Raskolnikov sont également 2 personnes en miroir. Katrina a vécu une chute sociale, puisqu'elle a été élevée dans un institut pour jeunes filles nobles, et qu'elle vit maintenant dans le dénuement quasi total. Raskolnikov vit une ascension sociale. Il provient de la campagne, s'est installé en ville, et a suivi des études supérieures. Katrina vit dans le passé, elle se rappelle et rappelle aux autres sa jeunesse, avec son père presque gouverneur. Raskolnikov vit dans le futur, déjà en préméditant le meurtre, mais aussi en voulant éviter les différents pièges que des personnes cherchent à lui tendre. Katrina est une personne agitée, son logement est propre, et elle est toujours occupée. Raskolnikov est lent, il arrive en retard à l'appartement de l'usurière, il n'entretient pas son logement, et il passe son temps entre les promenades et son divan. Raskolnikov peut passer rapidement d'un extrême à l'autre, tout comme Katrina. Lougine et Raskolnikov se ressemblent en certains points.
Après les fiançailles rompues, Lougine se demande pourquoi les personnes ne reconnaissent pas sa bonté. Quand il est au bagne, Raskolnikov pense qu'il n'a pas été félicité pour ses meurtres, car il s'est raté. Lougine et Raskolnikov veulent être récompensés pour leurs mauvaises actions, qu'ils pensent être bonnes dans leurs esprits. Lors de la première visite de Lougine à Raskolnikov, Lougine se présente avec des habits neufs qu'il vient d'acheter. Raskolnikov porte alors les vêtements d'occasion que Razumikin lui a achetés. Raskolnikov et Marmeladov sont sur le même plan. Ils n'ont pas de travail, ils se rencontrent à un débit de boisson, où ils boivent tous deux, ils dépensent de l'argent qui n'est pas le leur. Marmeladov cherche à rejoindre sa famille par exemple en demande à Raskolnikov de le raccompagner chez lui, tandis que Raskolnikov la fuit. Raskolnikov comme Marmeladov détruit toute situation qui pourrait les rendre heureux. Dans le débit de boisson, Marmeladov se présente, en tant que conseiller honoraire et Raskolnikov, en tant qu'étudiant. Il ne dit pas qu'il s'agit en réalité de leur ancienne activité. Lizaveta et l'usurière sont en total déséquilibre. Elles ont un grand décalage d'âge, et sont très différentes physiquement. Alors que l'usurière tente de s'enrichir avec son métier, Lizaveta fixe un prix juste. Les personnes lambda, et Raskolnikov s'intéressent en priorité au meurtre de l'usurière. Seule Sonia semble s'intéresser à la mort de Lizaveta. Raskolnikov ne tue pas les deux femmes de la même manière. Lizaveta a droit à une mort rapide, tandis que l'usurière a une mort plus lente. Raskolnikov est différent de l'usurière de Sonia et de Dounia. Raskolnikov est beau et grand, l'usurière est petite et laide. Sonia et Dounia n'ont pas de beauté parfaite. Raskolnikov dit de Sonia qu'elle avait un maigre, très maigre petit visage, assez irrégulier, un peu pointu, un nez et un menton fin. En parlant de sa sœur, Raskolnikov dit que sa bouche était un peu petite, la lèvre inférieure, fraîche et vermeille, s'avançait légèrement, ainsi que le menton d'ailleurs, seule irrégularité de ce beau visage, mais qui lui donnait un caractère bien personnel de fermeté et aussi, peut-être, quelque hauteur. Raskolnikov nous décrit l'usurière de telle façon que rien ne donne envie chez cette femme. Elle est vieille, extrêmement laide et donne une faible valeur à la montre de Raskolnikov. Les mots employés sont c'était une vieille minuscule, toute sèche, d'une 60aine d'années, avec de petits yeux perçants et méchants et un nez pointu. Elle était nu-tête. Ses cheveux châtains, grisonnants, étaient pleins d'huile. Des loques de flanelle entouraient son cou interminable, pareil à une patte de poulet. Raskolnikov a l'habitude de peindre très mal ses ennemis. Ainsi, il dit de Lougine que c'était un homme d'un certain âge, l'air imposant et affecté, avec le visage circonspect et renfrogné. Quand il décrit le lieutenant Poudre, il utilise les mots. Il avait des moustaches rousses, qui pointaient horizontalement, et des traits fins, n'exprimant rien de spécial du reste, si ce n'est une certaine arrogance. Il dit de Porphyri qu'il était âgé de 35 ans, de taille plutôt inférieure à la moyenne, corpulent, et même quelque peu obèse, la figure rasée, sans moustache ni favori, les cheveux coupés courts sur sa grosse tête ronde, à la nuque curieusement saillante. Son visage rond, potelé, avec un nez légèrement en trompette, était de teinte maladive tirant sur le jaune sombre, mais son expression était gaillarde et même railleuse. Au début de son entretien avec Porphyri, Raskolnikov se sent mal à l'aise avec le juge d'instruction. Porphyri est enfin un adversaire à sa taille. Tout d'abord, les réponses de Raskolnikov sont rapides, et sa seule hâte est de partir de cet endroit. Dès que Porphyri lui parle de son article, le comportement de Raskolnikov est tout autre. Ses paragraphes sont plus fournis, il expose son idée, et c'est Porphyri qui pose des questions. Le juge d'instruction, en parlant de l'article, a fait appel à la vanité de Raskolnikov. Dans son discours, Raskolnikov utilise les noms de grands hommes allant d'hommes politiques à des scientifiques. En utilisant le même droit que ces surhommes, Raskolnikov s'est mis au même niveau qu'eux. Deux éléments sont importants dans son discours. Il fait remonter son idée à des temps plus anciens. En faisant cela, il déplace la responsabilité de son idée. En second lieu, il dit que les hommes extraordinaires peuvent avoir mauvaise conscience. En réalité, les hommes extraordinaires n'ont pas de conscience, c'est pour cela qu'ils font ce qu'ils font. Si Raskolnikov parle de la mauvaise conscience des surhommes, c'est car lui-même a mauvaise conscience, et qu'il ne s'est pas encore avoué à lui-même qu'il n'est pas un homme extraordinaire. Il n'est pas un meurtrier, car il n'arrive pas à se débarrasser de sa conscience. Il n'est pas non plus un voleur, car il n'a pas volé correctement l'usurière, et n'a pas utilisé le fruit de son vol. Raskolnikov a été attaqué une première fois dans son orgueil, lorsque Zametov lui a dit que la personne qui a commis les crimes n'a été sauvée que par miracle. Raskolnikov n'a pas pu laisser dire cela. L'orgueil de Raskolnikov se montre quand il se demande pourquoi Porphyri le fait attendre. La pensée qu'il ne rencontrera aucun obstacle lorsqu'il va chercher la hache dans la cuisine de sa logeuse est également une preuve de son arrogance. Zametov attaque une seconde fois la vanité de Raskolnikov quand il émet l'hypothèse qu'un futur Napoléon a pu commettre le crime.
Le seul homme extraordinaire du roman est Porphyrie. Dans sa dernière rencontre avec Raskolnikov, il paraît comme un dieu, alors qu'auparavant, Raskolnikov le considérait comme un homme voulant le piéger. Alors que chez Sonia, Raskolnikov paraissait être le diable, dans cette scène Porphyrie semble être un dieu. La rédemption Raskolnikov passera par deux canaux, celui de Porphyrie et celui de Sonia. Raskolnikov traverse plusieurs étapes avec sa théorie des surhommes. Dans un premier temps, il y croit. Tout comme l'isolement, son idée date, puisqu'il en avait parlé à sa fiancée qui est décédée depuis 1 an. Dans un second temps, il remarque que sa théorie a des faiblesses. Au lieu de déclarer qu'il n'est pas un surhomme, il modifie sa doctrine. C'est le cas lors de l'entretien avec Porphyrie. Dans un troisième temps, il se rend compte qu'il a échoué. Son orgueil est alors blessé, et il est envoyé à l'hôpital du Bagne. Alors que l'idée de surhomme se délite au fil du temps, l'idée que l'usurière n'était qu'un pou reste longtemps intacte dans la tête de Raskolnikov. L'histoire finit par son ouverture face aux autres, et non avec un remords d'avoir tué 2 personnes. Sans le vouloir, Raskolnikov se rapproche dangereusement des idées énoncées par les socialistes lors de la pendaison de Crémaillère, et énoncées par les Belyatnikov. Avec l'échec de Raskolnikov, nous pouvons prédire la défaite des idées nouvelles en vogue alors en Russie. Razumikine avait raison, lorsqu'il a exposé ses idées à Porphyrie suite à son débat avec les socialistes. Svidrigaïlov suit lui aussi la théorie de l'homme extraordinaire, même s'il ne la connaît peut-être pas. Svidrigaïlov a l'habitude de satisfaire tous ses désirs qui sont principalement des plaisirs sensuels. Il semble avoir ce qu'il désire. Il finit par avoir des relations avec Paracha, il a peut-être abusé de la jeune fille sourde et muette, il a sans doute profité de la fille et de la mère qu'il a croisées dans une maison de plaisir. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Svidrigaïlov ne présente pas de signe de remords. Svidrigaïlov ne dépend de personne pour la réalisation de ses souhaits. Les 3 conditions, pour être un surhomme sont de satisfaire ses désirs, de ne pas ressentir de culpabilité, et de dépendre de personne. Puisque Svidrigaïlov remplit ces 3 points, nous pouvons le considérer comme un homme extraordinaire. La seule ombre au tableau est Dounia. Il ne parvient pas à obtenir d'elle ce qu'il souhaite. C'est ainsi, car Dounia ne se laisse pas faire, et aussi car Svidrigaïlov ne parvient pas à lui imposer ce qu'il veut. Dans l'appartement de Svidrigaïlov, il aurait pu obtenir ce qu'il voulait de Dounia, puisque la porte était fermée à clé, puisque les pièces autour de son appartement étaient vides, et puisque Dounia avait lâché son arme. Il y a donc un lien spécial qui unit Svidrigaïlov à Dounia. Svidrigaïlov ressent le besoin d'une chaleur humaine. De plus, l'apparition des fantômes et ses cauchemars sont les preuves que sa conscience se réveille. Il n'est donc plus un homme extraordinaire, mais devient un homme ordinaire. Raskolnikov est parvenu à changer grâce à l'amour de Sonia. Il n'est pas sûr que Svidrigaïlov puisse changer au contact de Dounia. Sonia ne ressent pas de dégoût envers Raskolnikov, même après qu'il lui ait avoué qu'il a tué Lizaveta. Dounia est dégoûtée par Svidrigaïlov. Elle a été contrainte de rester à ses côtés, car elle s'était endettée dès le début de son travail. Lorsqu'une certaine flamme apparaît dans les yeux de Svidrigaïlov, Dounia prend peur. Enfin, Raskolnikov n'a jamais agressé Sonia, alors que Svidrigaïlov était sur le point de le faire. S'il a réussi à se retenir, ce n'était que pour un court laps de temps. Il n'aurait pas pu résister si Dounia était restée à ses côtés. Les causes du suicide de Svidrigaïlov ne sont pas claires. Il a pu mettre fin à ses jours, car il voulait s'arrêter de faire du mal aux autres, mais ne le pouvait pas. Il a pu attenter à sa vie, car sa conscience commençait à le travailler. Une autre cause peut être le rejet de Dounia. Comprenant que Dounia ne l'aimerait jamais, il a pu ne pas supporter de vivre une existence sans elle. Enfin, Svidrigaïlov est peut-être malade. En effet, lors de sa première rencontre avec Raskolnikov, il a rapproché la maladie au fait de pouvoir voir les fantômes. Raskolnikov est rejeté de l'église, ou alors il la rejette. Il ne prie jamais, il n'entre pas dans une église, et n'assiste pas aux funérailles. Il demande à ceux qu'on prie pour lui, mais il ne prie pour personne. Il demande à Sonia de lire la Bible, alors qu'il pourrait le faire lui-même. Le seul moment où il est en contact avec la religion est lors de la messe des morts de Katrina, ce qui provoque un trouble en lui. Il ne croit pas aux fantômes, et dans l'au-delà. Il n'y a aucun objet religieux chez lui. Il pense que Sonia est une fanatique. Dans son entretien avec Sonia, Raskolnikov ressemble au diable. Il lui pose des questions dans le but de la faire souffrir. Il lui fait même entrevoir que Dieu n'existe pas. Sonia ne se défend pas. Elle est comme le portrait de Dounia, que Svidrigaïlov avait fait dès l'an disant que même martyrisée, elle continuerait de sourire. Sonia est incapable de vouloir du mal à autrui. Elle réfute le fait que Katrina la batte. Elle ne parvient pas à choisir entre la mort de Lougine et celle de Katrina. Parallèlement à sa distanciation face à la religion, Raskolnikov répond qu'il croit en la Nouvelle Jérusalem, en Dieu et à la résurrection de Lazare, lorsque Porphyrie l'interroge à ces sujets. S'il demande à des personnes de prier pour lui, c'est qu'il croit au pouvoir des prières. S'il demande à Sonia de lui lire le passage de la résurrection de Lazare, c'est que ce passage est important pour lui.
Le chiffre 3 est très présent dans ce roman et a un rapport avec la religion. Nous pouvons en conclure qu'il se peut que Raskolnikov soit croyant, mais qu'il s'interdise la religion à cause de son crime. Raskolnikov reçoit des visites au mauvais moment, mais Dounia et Pulcheria viennent, elles aussi au mauvais moment. Elles rendent visite à Raskolnikov 6 jours après le meurtre et le jour même de sa sortie de maladie, et le même jour que la fuite de Raskolnikov hors de chez lui. Elles font leur apparition peu après la dispute de Raskolnikov avec Lougine. Elles arrivent à Saint-Pétersbourg, le jour même où Razumikine a fêté sa pendaison de crémaillère. Bien que déjà alcoolique, Razumikine a bu durant la fête, ce qui le rend peu apte à aider deux femmes faisant face à l'inhospitalité de Raskolnikov et étrangères à la ville. Raskolnikov possède au moins deux personnalités, l'une d'elles est émotionnelle, et l'autre est rationnelle. Cette ambivalence a eu lieu avant le meurtre quand il se demandait s'il allait commettre son crime, ou s'en abstenir. Cette dualité existe aussi après, quand il se demande s'il va garder son secret pour lui ou s'il va se dénoncer. Le schisme s'aperçoit quand il fait attention aux détails, et quand il est inattentif. Par exemple, Raskolnikov compte le nombre de pas qui séparent son appartement de celui de l'usurière, mais il n'a pas vérifié au moment de son crime si la porte était fermée. Pareillement, de retour chez lui, il inspecte minutieusement ses vêtements, mais il n'a pas fermé le crochet de sa porte. Razumikine et Pulcheria sont conscients de l'ambivalence de Raskolnikov. Après un événement, une personnalité prend la place de l'autre. Il se peut qu'au sein d'un même événement, Raskolnikov change de personnalité. C'est le cas lors de la scène de la fille sur le banc quand il dit à l'agent de laisser le dandy suivre la jeune fille. Un autre exemple se situe lorsqu'il laisse Dounia se marier à qui elle veut, alors qu'il vient de lui signifier son désaccord. C'est aussi le cas quand il donne de l'argent à autrui et pense à le reprendre ensuite. Raskolnikov est attiré par la souffrance de Marmeladov, de Sonia, de son ancienne fiancée, mais bizarrement pas celle de sa mère, de sa sœur, de Razumikine et de Svirigailov. Raskolnikov peut être vu comme une jonction entre Razumikine et Svirigailov. Raskolnikov s'approche de Razumikine quand il apporte de l'aide aux personnes. Il a aidé la famille Marmeladov, la jeune fille sur le banc, divers personnages secondaires à qui il a donné de l'argent, et lors du procès nous apprenons qu'il a apporté de l'aide à un père et à son fils, et qu'il a sauvé deux enfants d'un incendie. Précédemment, il a tenu la tête de la jument qui venait de se faire battre à mort. Étrangement, Raskolnikov ne va pas aider Sonia lorsqu'elle apprend que sa belle-mère est devenue folle. Raskolnikov s'approche de Svirigailov avec son double meurtre, mais aussi toutes les fois où il n'a pas eu honte de son geste, et où il s'est détourné de la dénonciation. Ce n'est pas pour rien que Raskolnikov rencontre une dernière fois Svirigailov. Besoin d'une personne qui lui donnera l'avis opposé pour équilibrer sa vision. Même si le roman paraît déséquilibré, il est équilibré. Raskolnikov n'est pas totalement Svirigailov. En effet, Svirigailov est capable de se tuer, alors que Raskolnikov en est incapable, malgré les tentations. Le roman comporte des personnages volontairement flous. Le plus flou d'entre eux est Svirigailov. A-t-il vraiment poussé au suicide la fillette et son domestique? A-t-il vraiment tué Marfa? D'où vient son argent? Pourquoi voit-il des apparitions de fantômes, et pourquoi fait-il ses cauchemars? Il est représenté comme un homme alcoolique et violent par Lougine et par Pulcheria. Cependant dans la taverne, il semble saoul après avoir bu un demi-verre de champagne. À l'hôtel il ne commande pas d'alcool, mais du thé. Dounia a remarqué que Svirigailov s'est toujours bien comporté avec ses domestiques. Svirigailov dit lui-même tout et son contraire. Il admet que Dounia a été amoureuse de lui, mais dit n'avoir pas eu accès à elle. Il dit ne plus être intéressé par Dounia, mais il est jaloux de Lougine et de Razumikine. Il dit qu'il va voyager et se marier, mais peu de temps après, ses projets paraissent incertains. Un autre personnage trouble est Marfa. Elle est courant des frasques de son mari, pourtant quand elle voit Svirigailov et Dounia ensemble, elle porte la responsabilité sur Dounia. Était-elle vraiment au courant de la dépravation de son mari? Pourquoi a-t-elle essayé de cacher les crimes de son mari? Un autre personnage brumeux est la fiancée décédée de Raskolnikov. Quand sa mère est là, Raskolnikov avoue avoir eu un égarement, et dit n'avoir pas aimé cette jeune femme. Cependant sa sœur devine autre chose et Raskolnikov a encore un portrait d'elle qu'il montre à sa sœur. Aimait-il cette femme, qui n'avait rien pour elle selon Razumikine, ou était-il attiré seulement par sa détresse? Dans ce roman, chacun est un monstre à sa façon. Pulcheria aime son fils, mais elle sacrifie sa fille pour le confort de son fils. Dounia a peut-être été amoureuse de Svirigailov, Marmeladov boit l'argent de sa famille, Catherine a traumatisé son mari, bat ses enfants, et a mis Sonia sur le trottoir. Razumikine casse le poil, fait mal aux femmes, lorsqu'il les reconduit chez elle, et a des jugements hâtifs. Porphyri torture volontairement Raskolnikov. Marfa a chassé de chez elle Dounia après sa découverte. Svirigailov est un ancien dricheur et aime les enfants. Lougine est pingre et ne supporte pas être contredit. Lebeziatnikov propage des idées selon son prisme. L'usurière est pingre et basse sa demi-sœur. Ilya Petrovitch s'énerve rapidement.
Tous les personnages sont constitués d'une composante de bien et de mal. Parfois les actes bienfaiteurs sont plus importants que les actes nuisibles, parfois c'est l'inverse. Chaque personnage a son déséquilibre. Comme le dit Zosimov, personne n'est parfaitement harmonieux. Si nous considérons tous les personnages, la disharmonie de chacun forme une stabilité générale. Chaque lecteur a sa propre appréciation des actions positives et négatives, si bien qu'il peut ne pas placer les personnages dans le même ordre de préférence qu'un autre lecteur. Dans le roman, 3 personnes font des rêves et des cauchemars, Raskolnikov, Pulcheria et Svidrigaïlov. Ils font des cauchemars, car leur conscience n'est pas tranquille. On peut rapprocher le rêve de Pulcheria au fait qu'elle pousse le mariage de Dounia avec Lougine. Raskolnikov fait 4 rêves, celui de la jument battue à mort, celui d'Ilya Petrovitch battant la logeuse, celui du retour dans l'appartement de l'usurière, et celui du fléau venu d'Asie. Raskolnikov rattache le cauchemar de la jument avec son prochain meurtre, mais la jument est peut-être une représentation de lui-même. Le fait que plus tard dans le récit, il soit frappé par un cocher, est un rappel de son rêve. L'hallucination d'Ilya Petrovitch battant la logeuse est peut-être un rêve très réaliste comme celui de la fillette dans l'hôtel de Svidrigaïlov. Son cauchemar avec l'usurière n'existerait pas s'il n'avait pas de conscience. Pour tuer complètement une personne, il faut la supprimer physiquement, mais aussi détruire sa conscience, ou ne pas en avoir. Le rêve du fléau venu d'Asie fait référence au fait que Raskolnikov prenne conscience de son erreur. Svidrigaïlov fait 3 rêves, celui de la souris, celui de la noyée dans le cercueil, et celui de la fillette cachée dans l'hôtel. Le rêve de la fillette dans le cercueil fait référence à une fillette qu'il a connue, et qui a mis fin à ses jours. La petite fille qui rit, et qui ressemble à une fille de joie se rapporte à son goût pour les enfants. Une autre grande question est, comment une personne qui commet de bonnes actions peut-elle commettre des meurtres de sang-froid? La réponse est que les bonnes actions de Raskolnikov ne sont là que pour apaiser sa conscience. Dès que ses remords le torturent, Raskolnikov est d'une personne et suite à cela, il se sent de nouveau mieux, et pense parfois être guéri. Et là ce nouveau sentiment ne dure qu'un temps et peu après, sa conscience se remet à le tourmenter. Quand Razumikine fait le bien, c'est uniquement pour faire le bien. Quand Raskolnikov fait le bien, c'est pour se sentir mieux. Pour aider autrui, Raskolnikov n'est capable que de donner de l'argent. Il n'est pas en mesure de donner autre chose, ou de prendre la souffrance d'autrui. La dernière grande question est, pourquoi a-t-il commis le crime? Tout comme le suicide de Svidrigaïlov et le dîner de Katrina, on n'aura jamais une réponse claire. Après sa révélation auprès de Sonia, Raskolnikov essaie de donner des explications. Il avance plusieurs arguments, mais ils sont rejetés un par un. Svidrigaïlov dit à Dounia que son frère a tué pour voler, car c'est l'explication la plus plausible, mais ce n'est pas la vérité. À son jugement, Raskolnikov dit avoir tué pour lutter contre sa pauvreté. Cela n'est pas vrai, mais il faut encore une fois fournir une explication plausible et audible aux personnes lambda. Les individus ne peuvent pas tout comprendre. C'est pour cela qu'ils attribuent aux comportements étranges de Raskolnikov les noms de folie ou d'alcoolisme. En faisant ces erreurs, ils pensent qu'une personne est incapable de causer un tort de son propre chef. Occupée à déficeler le paquet et tournée vers la fenêtre, toutes les fenêtres sont fermées chez elle. Malgré la chaleur, elle le laisse quelques secondes et lui tourne le dos. Il défait les boutons de son paletot, libère la hache de la boucle, sans la sortir, mais en la tenant de la main droite sous le vêtement. Ses mains sont affreusement faibles. Il croit les sentir s'endormir et se raidir davantage à chaque instant. Il a peur de laisser tomber la hache, et voilà qu'il a le vertige. Mais pourquoi tous ces nœuds? S'écrie la vieille avec dépit, et elle esquisse un mouvement dans sa direction. Il n'y a plus un instant à perdre. Il sort la hache, la brandit des 2 mains, et, dans une sorte d'inconscience, presque sans effort, presque machinalement, il abat le talon de la hache sur la tête de la vieille. La force semble absente de ce geste. Mais, dès qu'il abat la hache, sa vigueur revient immédiatement. La femme est, comme toujours, nu-tête. Ses cheveux clairs, rares, semés de fils d'argent, enduits d'huile suivant son habitude, sont tressés en une petite natte, pareille à une queue de rat, et roulés en un chignon maintenu par un éclat de peigne d'écaille, qui dépasse derrière la nuque. Le coup porte sur le sommet de la tête, car elle est de petite taille. Elle jette un cri, faiblement, et s'affaisse sur le plancher, mais elle réussit encore à porter les mains à la tête. L'une d'elles serre toujours le gage. Alors, de toutes ses forces, il lui assène un coup, puis un autre, toujours du talon de la hache, et sur le sommet du crâne. Le sang jaillit comme d'un verre renversé, et le corps tombe en arrière. Raskolnikov se recule pour le laisser choir, puis se penche tout de suite sur le visage. Elle est déjà morte. Les yeux sont exorbités, comme prêts à jaillir, et le front et tout le visage sont tordus et convulsés.